Bienvenue sur ma chaîne Le Monde de la Science-Fiction. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. La tempête ionique rugissait comme une bête blessée à travers l'étendue désolée de Varixis, arrachant le sable des dunes et le projetant dans l'air en rafales aveuglantes. Étienne recroquevilla ses larges épaules contre l'assaut, sa cape usée claquant violemment dans le vent, tandis qu'il se pressait contre un affleurement rocheux déchiqueté. Ses doigts calleux se resserrèrent autour de la poignée usée de son bâton électromagnétique. La lueur bleue subtile de l'arme était à peine visible dans la fureur de la tempête. Mais ses pensées n'étaient pas concentrées sur l'orage. Dans son esprit, il revoyait le visage du caporal Dumont, un gamin de 19 ans à peine, avec des yeux trop innocents pour la guerre. « Mon commandant, je capte des vibrations étranges sur les capteurs du périmètre », avait rapporté Dumont, son jeune visage creusé par l'inquiétude. « Quelque chose bouge là-bas qui ne correspond ni aux signatures impériales ni rebelles. Ce n'est que de l'interférence causée par les dépôts minéraux de la crête, caporal », avait répondu Étienne sans même lever les yeux de son écran tactique. « Nous avons nos ordres. Le renseignement indique une résistance minimale. Mettez votre escouade en position. » Avec tout le respect que je vous dois, mon commandant, ces lectures sont inhabituelles. Je pense que nous devrions... Ça suffit, Dumont. Ce n'est pas un débat. Exécutez l'assaut comme prévu. Leur signature neuronale s'était éteinte une à une sur son écran tactique. 12 lumières éteintes en moins de 4 minutes. Quand la poussière était retombée, Étienne avait trouvé le corps de Dumont étendu contre la crête. La moitié du visage arraché, l'autre moitié portant encore cette expression de confiance perplexe. À côté de lui gisait un étrange dispositif de détection, ni impérial ni rebelle, exactement le genre d'anomalie dont Dumont avait tenté de l'avertir. Cette nuit-là, Étienne avait retiré ses insignes impériaux et s'en était allé, pas seulement fatigué, mais brisé. Il était parti avec le sang de ses soldats sur les mains et la compréhension amère que l'obéissance aveugle était sa propre forme de cruauté. Il ne les avait pas simplement envoyés à la mort, il avait activement fait taire l'avertissement qui aurait pu les sauver. 3 planètes, 3 campagnes, 3 cimetières qu'il avait contribué à remplir parce qu'il n'avait jamais questionné, jamais refusé, jamais osé dire non. Étienne pressa son front contre la roche froide, sentant la piqûre du sable contre son visage, accueillant presque la douleur comme une distraction des souvenirs. La culpabilité était une compagne constante, plus lourde que n'importe quel sac qu'il ait jamais porté. Lorsque le hurlement de la tempête s'atténua momentanément, un autre son lui parvint, faible mais distinct. Un gémissement ténu et pitoyable qui envoya une décharge d'alerte à travers son corps endurci par la bataille. Ce n'était pas l'un de ces taureaux blindés. Il connaissait leur son aussi intimement qu'il connaissait autrefois le rythme des tirs d'artillerie. C'était autre chose. Quelque chose en Étienne se brisa. Il ne pouvait pas s'en aller. Pas encore. Pas quand quelque chose avait besoin d'aide, avait besoin de pitié. La pitié qu'il avait échoué à montrer quand il avait envoyé ses gamins mourir pour quelques mètres de terrain insignifiant. L'instinct du soldat qu'il n'avait jamais tout à fait réussi à réprimer le fit se redresser, ajuster sa prise sur son bâton et avancer vers le son avec des pas prudents et mesurés. Chaque pas était posé avec un soin délibéré, ses yeux scrutant le terrain, avec la vigilance exercée de quelqu'un qui avait survécu quand d'autres ne l'avaient pas fait. Dans une gorge peu profonde creusée par des eaux anciennes depuis longtemps asséchées, pressé contre une pierre comme s'il essayait d'en faire partie, gisait un jeune être.
Son corps, pas plus grand qu'un gros chien mais densément musclé sous une armure segmentée de chitine, tremblait visiblement. Du sang sombre, presque noir, suintait d'une blessure déchiquetée sur son flanc, formant une flaque sur le sol poussiéreux en dessous. Alors qu'Étienne s'approchait, la tête de la créature se releva brusquement, et deux yeux comme des charbons ardents se fixèrent sur lui, l'intelligence et l'agonie brillant en parts égales. Le souffle d'Étienne se bloqua dans sa gorge. Un jeune Karzai, les prédateurs supérieurs de Varixis, une race sensible de guerriers qui considéraient toutes les autres formes de vie comme leur proie légitime. Des êtres dont la réputation de cruauté et de prouesse au combat s'était répandue même jusqu'au poste impérial où Étienne avait autrefois servi. La partie soldat de son cerveau hurla un avertissement. Tue-le maintenant avant qu'il ne grandisse et ne te chasse, avant qu'il n'amène sa meute. Un coup rapide et tu t'épargneras, ainsi que probablement d'innombrables autres, un monde de souffrance. Mais le berger qu'il était devenu, l'homme qui s'était éloigné des ordres, des uniformes et de la mort insensée, ne voyait qu'un enfant blessé tremblant de froid et de douleur dans les suites de la tempête. Avec un lourd soupir qui semblait porter le poids de toutes ses décisions passées, Étienne abaissa son bâton. « Doucement », murmura-t-il, sa voix rauque d'avoir été peu utilisée. Le jeune gronda en réponse, montrant des dents acérées comme des aiguilles qui brillaient comme de l'obsidienne polie. Étienne tendit lentement la main dans sa sacoche, maintenant le contact visuel avec la créature. « Je ne vais pas te faire de mal, pas aujourd'hui. » Il sortit une gourde d'eau et un morceau de tissu propre. Avec des mouvements délibérément lents et prévisibles, il s'approcha du Karzai blessé. Les grognements du jeune diminuèrent graduellement, en un grondement continu et fatigué, tandis qu'Étienne nettoyait la plaie avec une efficacité douce, ses doigts se souvenant de la médecine de terrain administrée à des camarades tombés dans des tranchées à travers la galaxie. « Tu as pris un sacré coup », observa Étienne en serrant le bandage autour du torse du jeune. La créature l'observait avec une intensité implacable, ses yeux intelligents suivant chacun de ses mouvements. « Quelque chose de plus gros que toi, je suppose. Tu as de la chance d'être en vie. » Étienne s'assit sur ses talons, considérant ses options. Le repère des Karzai se trouvait quelque part dans les montagnes rocheuses au nord. Tout le monde sur Varixis savait cela, bien que peu aient été assez fous pour s'aventurer près de là. Laisser le jeune ici signifiait le condamner à mort, soit de ses blessures, soit des prédateurs nocturnes qui émergeraient bientôt de leur terrier, attirés par l'odeur du sang. « Au diable tout !» jura Étienne en passant une main dans ses cheveux poivre et sel. « J'ai dû prendre trop de coups de blaster à la tête pendant mes années de soldat. » Avec un grognement d'effort, il souleva le jeune étonnamment lourd dans ses bras. La créature se tendit, mais ne fit aucun mouvement pour mordre ou se débattre. « J'espère que tes parents apprécieront le geste avant de décider de me dévorer, » marmonna Étienne sombrement. Bien qu'il y ait pire façon de mourir que d'être dévoré par les prédateurs les plus redoutés de Varixis, au moins ce serait une histoire qui vaudrait la peine d'être racontée. Le voyage vers les montagnes fut ardu. La tempête ionique était passée, laissant derrière elle un air si froid et clair qu'il semblait teinté comme du cristal à chaque respiration. Les deux lunes de Varixis se levèrent, projetant une lumière bleuâtre étrange sur le paysage. Étienne portait le jeune, sentant son petit corps se détendre graduellement contre sa poitrine. Au début, le jeune était resté tendu et méfiant, un grondement bas et continu ronronnant dans sa gorge. Mais au fil des heures, alors que le rythme régulier d'Étienne et la chaleur de son corps apportèrent du réconfort, le grondement de la créature s'apaisa.
À la surprise d'Étienne, le jeune commença à l'examiner avec des yeux curieux. À un moment donné, il tendit une petite main griffue et traça la cicatrice proéminente qui parcourait l'avant-bras d'Étienne. Non pas en grattant, mais en suivant la ligne déchiquetée avec un toucher presque doux, comme s'il étudiait cet être étrange qui lui avait montré de la bonté. « Petite chose curieuse, n'est-ce pas ?» murmura Étienne, un faible sourire touchant ses lèvres, pour la première fois depuis ce qui semblait être des années. Le jeune émit un doux cliquetis en réponse, ses yeux ne quittant jamais son visage. Au moment où ils atteignirent les contreforts, le jeune s'était confortablement niché contre la poitrine d'Étienne, sa respiration devenant plus superficielle au fil des heures. Étienne ressentit une pointe inattendue à la pensée de quitter la créature, une connexion se formant qu'il n'avait pas anticipée. Finalement, alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à toucher le ciel oriental, il les vit. Des ouvertures de grottes dispersées sur la face de la falaise, des entrées sombres cachées dans l'ombre. Le repère des Karzaï. La bouche d'Étienne devint sèche, son cœur martelant contre ses côtes avec une peur primitive. Chaque instinct lui criait de faire demi-tour, de lâcher le jeune et de courir. Mais il était allé trop loin pour céder à la peur maintenant. Il s'approcha de la plus grande entrée de grotte et déposa doucement le jeune sur le sol. À sa surprise, la créature émit un son doux de protestation, ses petites griffes tendues pour agripper sa manche, comme si elle ne voulait pas le laisser partir. Étienne dégagea soigneusement les minuscules griffes. « Tu es chez toi maintenant, » murmura-t-il. « C'est là que tu appartiens. » Le jeune émit un autre son, plus aigu, presque plaintif, qui fit se serrer la poitrine d'Étienne avec une émotion qu'il ne pouvait nommer. Il tapota son flanc blindé une fois brièvement, puis commença à reculer. Il n'avait pas fait 10 pas quand ils émergèrent de l'obscurité, se déplaçant avec un silence qui défiait leur taille. Une douzaine de guerriers Karzaï, leur forme massive facilement 2 fois sa taille, l'encerclèrent dans un mouvement fluide et coordonné qui ne laissait aucune voie d'échappatoire. Leur corps musclé était là couvert de la même armure de chitine que le jeune, bien que la leur portait les cicatrices et les décorations du combat. Ils tenaient des lances d'os dans leurs mains à 4 doigts, les armes pointées infailliblement sur ses organes vitaux. Étienne se figea, sa main à mi-chemin du bâton à sa ceinture. Il savait que ce serait inutile contre tant d'adversaires. Il avait survécu à 3 campagnes planétaires pour mourir sur une lune oubliée, parce qu'il n'avait pas pu laisser un enfant blessé mourir. Il y avait une certaine ironie à cela qui le fit presque sourire. Mais ils n'attaquèrent pas. Au lieu de cela, à son grand étonnement, les guerriers, comme un seul homme, se mirent à genoux devant lui, leurs lances abaissées au sol. Étienne cligna des yeux, certain qu'il hallucinait. « Quoi ?» commença-t-il, mais les mots moururent dans sa gorge alors que 3 autres silhouettes émergèrent de la grotte. 2 étaient des guerriers, mais contrairement aux autres, leur armure était ornée de cicatrices rituelles élaborées et de trophées, d'os, de dents et de jetons de bataille non identifiables. Ils flanquaient la 3e silhouette, une guerrière dont la présence commandait l'attention malgré sa silhouette plus élancée. Elle était plus grande et plus mince que les autres, son armure scintillant d'une teinte bleutée qui captait la lumière du petit matin. Ses yeux de la couleur de l'or en fusion regardaient Étienne avec un mépris si glacial qu'il faillit reculer d'un pas. « Que se passe-t-il » murmura Étienne, mais personne ne répondit. Le silence s'étira, brisé seulement par le murmure du vent sur les rochers. Finalement, un Karzaï massif au visage sculpté par d'innombrables cicatrices s'avança d'entre les 2 guerriers ornés.
Le pouvoir rayonnait de lui comme la chaleur d'une pierre brûlée par le soleil. Cet être, réalisa Étienne avec un sentiment de malaise, devait être leur chef. À côté de lui se tenait la guerrière, sa posture suggérant une connexion familière malgré son dédain évident. Un ancien aîné, son armure grise avec l'âge, s'approcha d'Étienne. Quand il parla, sa voix était comme le grincement de pierre, chaque mot semblant se frayer un chemin hors de sa gorge. « Étranger !» dit-il d'une voix rauque dans une langue commune approximative, clairement apprise de rares commerçants. « Tu as ramené l'héritier blessé au repère. Tu as accompli le rituel du berger. » Étienne cligna des yeux, sans comprendre. « Je ne comprends pas, » dit-il, sa voix stable malgré la peur qui le traversait. « J'ai juste ramené un enfant blessé. Notre loi ancienne stipule, celui qui se risque pour sauver l'avenir de la meute prouve que son cœur bat à l'unisson avec le clan. » Continua l'aîné comme si Étienne n'avait pas parlé. « Il est digne de nous diriger. En ramenant l'héritier, tu as défié le chef Thorgal pour le droit de diriger. » Les yeux d'Étienne se tournèrent vers le guerrier balafré. « Thorgal !» Le visage du chef se tordit avec une rage à peine contenue, ses yeux dorés brûlant de haine. La guerrière à côté de lui, sa fille comprit Étienne, le mesura avec un regard de pur venin. « Cette limace !» cracha-t-elle, sa maîtrise de la langue commune étonnamment fluide. « Cette proie à peau douce ose défier. Il n'est pas digne de nettoyer mon armure. »« La loi est la loi, ma fille !» gronda Thorgal, sa voix un grondement profond qui semblait vibrer à travers la roche même sous leurs pieds. Il se tourna vers Étienne, se dressant au-dessus de lui comme un nuage d'orage. « Je ne peux pas te tuer ouvertement, étranger. La loi sacrée l'interdit, mais tu dois prouver ton droit. Tu affronteras les épreuves du sang. 3 épreuves pour montrer ta force. Survie et nous parlerons de leadership. Échoue et tes os blanchiront au soleil. » Étienne regarda les prédateurs qui l'entouraient, leurs visages aliénés illisibles, leur posture tendue d'anticipation. Il n'avait pas le choix. « Je ne veux pas être votre chef, » dit-il fermement, rencontrant le regard de Thorgal sans broncher. « Je ne suis qu'un berger. Je faisais juste ce que n'importe qui ferait. »« Alors meurs comme tel !» rugit Thorgal, sa voix résonnant sur la face de la falaise. « La première épreuve est à l'aube. »« L'aube est déjà là, » observa froidement la guerrière, ses yeux dorés fixés sur Étienne avec une intensité calculatrice. « Alors préparez l'arène, » ordonna Thorgal. « Voyons si ce berger a le cœur d'un guerrier ou seulement l'estomac d'une proie. » L'arène était une fosse naturelle avec des murs abrupts s'élevant à 10 mètres de tous côtés, son sol couvert de sable brûlé par le soleil, taché de sombre par endroits, avec ce qu'Étienne ne pouvait que supposer être du sang. Il fut poussé au centre, dépouillé de toutes ses possessions, à l'exception d'un simple couteau d'os, poussé sans cérémonie dans sa main. La lame, bien que primitive, était aiguisée à un tranchant vicieux. Tout le clan s'était rassemblé sur les rebords au-dessus, leur forme de chitine créant un mur vivant autour de la fosse. Leur respiration collective créait un son bourdonnant bas qui semblait vibrer à travers les os d'Étienne. Nayara, il avait appris le nom de la guerrière par les gardes qui l'avaient escortée, se tenait à côté de son père, son visage un masque illisible. Avant que les portes ne s'ouvrent, Nayara descendit sur le sol de l'arène. La foule se tut alors qu'elle s'approchait d'Étienne, ses mouvements fluides et prédateurs. Dans sa main, elle tenait un couteau d'os orné, son manche sculpté de symboles complexes, sa lame brillant dans la lumière du matin. « Étranger, dit-elle, sa voix portant à travers l'arène silencieuse. Selon nos lois,
un challenger peut sélectionner son arme dans l'arsenal du chef. Elle tendit le couteau orné, puis le retira alors qu'Étienne tendait la main pour le prendre, le remplaçant par celui grossier qu'il tenait déjà. Mais pour toi, celui-ci suffira. Il a servi un jeune guerrier lors de sa première chasse. Ses yeux dorés scintillèrent de malice. Il est mort, bien sûr. Étienne examina le couteau. Pour un œil non exercé, il aurait pu sembler adéquat, mais ses années de soldat lui permirent de repérer immédiatement les défauts. Une lame légèrement déformée, des micro-fractures le long du tranchant, un manche pondéré pour déséquilibrer sa prise. Le message était clair. Nayara voulait non seulement qu'il perde, mais qu'il ait l'air pathétique dans le processus. La première épreuve teste le courage et les compétences au combat, annonça Thorgal, sa voix portant facilement à travers l'arène. Vaincre la bête ou soit dévoré. Les deux résultats satisferont nos lois. La porte à l'extrémité de la fosse se leva avec un grincement, et un monstre rampa vers la lumière. Le souffle d'Étienne se bloqua dans sa gorge. Un scorpidracte, une créature gigantesque semblable à un scorpion, son corps couvert de plaques d'armure qui brillaient ternement au soleil matinal. Ses pinces étaient de la taille d'Étienne lui-même, et la queue qui s'arquait sur son dos se terminait par un dard venimeux qui dégoulinait un fluide vert visqueux sur le sable. La foule rugit en anticipation, le son montant à un niveau de fièvre alors que le scorpidracte se précipitait en avant, ses multiples yeux fixés sur Étienne, avec une faim insensée. Mais Étienne ne chargea pas. Il ne leva pas son couteau pathétique dans un geste féodal de défi. Au lieu de cela, il commença à se déplacer en cercle, ses pas mesurés et calmes, ses yeux ne quittant jamais la créature, mais prenant en compte chaque détail de son mouvement. Il était un berger. Il connaissait les habitudes des prédateurs, comment ils pensaient, comment ils bougeaient, comment ils tuaient. Il vit comment le scorpidracte réagissait au son, comment il tournait sa tête blindée, laissant son cou vulnérable pendant une fraction de seconde. Il nota le rythme de sa respiration, la façon dont son poids se déplaçait avant de frapper. Puis il le vit, une vibration subtile, un tremblement presque imperceptible dans la pince gauche de la créature, juste avant qu'elle ne bondisse. Le même type de tremblement que Dumont avait signalé sur ses capteurs avant l'embuscade. Le signe d'avertissement qu'Étienne avait rejeté comme une interférence. Le cœur d'Étienne se serra dans sa poitrine. S'il avait écouté alors, s'il avait prêté attention à ce minuscule détail, combien de vies auraient donc pu être sauvées? Avec une clarté nouvelle née de la culpabilité et de la détermination, Étienne ramassa une pierre plate du sol de l'arène et la soupesa dans sa main. Le scorpidracte avançait, ses pinces cliquetant en anticipation. La foule se tut, attendant le massacre inévitable. D'un mouvement pratiqué du poignet, Étienne lança la pierre. Elle frappa le mur de l'arène à la droite du monstre avec un craquement sec. Le scorpidracte se tourna instinctivement vers le son, exposant l'articulation vulnérable entre sa tête et son torse. Dans cet instant, Étienne lança son couteau de toute la force et la précision d'un soldat qui avait survécu quand d'autres ne l'avaient pas fait. La lame s'enfonça profondément dans l'articulation, de l'ichor noir jaillissant de la plaie. La créature hurla, un son aigu et perçant qui fit tressaillir les spectateurs Karzaï et bondit sur Étienne avec une furie aveugle. Étienne attendit, les muscles tendus, calculant la distance et le timing avec la précision froide d'un vétéran du combat. Alors que les pinces du scorpidracte étaient sur le point de se refermer sur lui, il roula sur le côté, sentant le souffle d'air alors qu'elle se refermait sur l'espace vide.
Le monstre, emporté par son propre élan et incapable de corriger sa trajectoire, s'écrasa de plein fouet dans le mur de l'arène. Sa queue, avec laquelle il avait essayé de piquer Étienne pendant sa charge, s'enfonça profondément dans la pierre. Le Scorpidract se débattit sauvagement, essayant de se libérer, mais Étienne savait qu'il était effectivement immobilisé. Il s'approcha par le côté, évitant les pinces encore dangereuses, et sectionna calmement les tendons de ses pattes avec le couteau qu'il récupéra de son cou. Les mouvements de la créature devinrent plus faibles, ses hurlements se transformant en cliquetis pitoyables. Étienne recula, respirant lourdement, mais par ailleurs indemne. L'arène était tombée dans un silence complet. Il avait gagné sans prendre une seule égratignure et sans utiliser le couteau saboté de Nayara, qui reposait toujours inutilisé dans le sable où il l'avait laissé tomber avant de lancer la pierre. Étienne leva les yeux vers la plateforme où se tenait Nayara, ses yeux dorés écarquillés d'incrédulité. Il marcha délibérément vers le couteau abandonné, le ramassa et cassa la lame entre ses doigts, exposant les défauts cachés dans l'os. Puis il jeta les morceaux brisés à la base de la plateforme. Le message était clair. Sa tentative de l'humilier avait échoué, et il voulait qu'elle sache qu'il avait vu clair dans sa manœuvre depuis le début. Un murmure parcourut la foule. Certains guerriers échangèrent des regards de respect réticents. D'autres regardèrent Nayara, dont le visage s'était durci en un masque de fureur froide. Mais au lieu du triomphe, Étienne ne ressentit qu'une douleur creuse dans sa poitrine. Il s'agenouilla dans le sable, la tête baissée, le poids de la réalisation l'écrasant. S'il avait été aussi observateur, aussi attentif aux détails quand Dumont l'avait averti, s'il avait juste écouté, son escouade pourrait encore être en vie. La victoire avait le goût des cendres dans sa bouche, un autre rappel de son échec quand cela avait vraiment compté. Ce soir-là, dans la cellule de pierre où il l'avait confiné, Étienne était assis en tailleur sur le sol, utilisant une petite pierre humide pour aiguiser le nouveau couteau qu'il lui avait donné pour la prochaine épreuve. Le grattement rythmique de la pierre contre l'os était apaisant, une méditation qui calmait ses pensées agitées. Le son de pas qui s'approchait le fit lever les yeux. Nayara se tenait dans l'embrasure de la porte, sa grande silhouette découpée contre la lumière des torches du couloir. Elle entra sans demander la permission, ses mouvements fluides et prédateurs. « C'était de la chance, dit-elle, sa voix froide comme l'air de la nuit dehors. Bien que son ton soit dédaigneux, il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux, de l'incertitude là où auparavant il n'y avait que du mépris. Étienne continua d'aiguiser son couteau, le mouvement répétitif inchangé. La chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité, répondit-il sans lever les yeux. Ton monstre est prévisible. Il se fie à la force, pas à l'esprit. Il fit une pause puis ajouta d'un ton pointu. Tout comme ta tentative de me saboter avec une arme défectueuse. Les yeux de Nayara se rétrécirent. Tu te crois intelligent, étranger, pourtant tu entres dans notre foyer, réclames des droits que tu ne comprends pas, et t'attends à survivre avec des astuces. Tu parles comme un lâche qui craint un combat honorable, dit-elle. Mais les mots manquèrent de leur venin antérieur. Je parle comme quelqu'un qui a survécu, rétorqua Étienne. Il leva finalement les yeux vers elle, rencontrant ses yeux dorés. Mon commandant valorisait aussi le combat honorable. Il a mené mon escouade dans un assaut frontal sur une position fortifiée. Tout le monde est mort sauf moi. L'honneur est un luxe que les morts ne peuvent pas se permettre. Nayara le fixa longuement, une bataille d'émotions faisant rage dans ses yeux. Du mépris, oui, mais aussi de la confusion et quelque chose de nouveau, quelque chose de différent qu'elle semblait incapable de nommer. La deuxième épreuve ne sera pas aussi facile,
dit-elle finalement. Beaucoup de guerriers sont morts dans le labyrinthe. Alors je devrais éviter de les rejoindre, répondit simplement Étienne. Sans un autre mot, Nayara se retourna et partit, ses pas résonnant dans le couloir. Étienne reprit l'aiguisage de son couteau, mais ses pensées n'étaient plus sur la lame. Elles étaient sur l'étrange conflit qu'il avait vu dans les yeux de la guerrière et sur ce qui l'attendait au matin. La deuxième épreuve eut lieu dans un labyrinthe souterrain sous les montagnes. Étienne se tenait à l'entrée, une fissure étroite dans la roche qui descendait abruptement dans l'obscurité. Des torches n'illuminaient que les premiers mètres. Au-delà s'étendait une noirceur absolue. Les Karzai assemblés regardaient silencieusement, alors que Thorgal expliquait la tâche. Au cœur du labyrinthe habite une meute d'ombrolynx, dit clairement le chef, savourant la peur qui traversa le visage d'Étienne à ce nom. Rapporte la tête de leur alpha, et tu auras passé la deuxième épreuve. Des ombrolynx? Demanda Étienne, le terme inconnu envoyant un frisson le long de sa colonne vertébrale. Ils chassent en meute et peuvent déchiqueter une victime en quelques secondes, répondit Nayara de côté de son père. Cette fois, il n'y avait aucun mépris dans sa voix, seulement une déclaration froide de fait. Ils se déplacent comme des ombres vivantes. Beaucoup de guerriers sont entrés cherchant la gloire. Aucun n'est revenu. Étienne hocha la tête une fois, resserrant sa prise sur son couteau. Comment reconnaîtrai-je l'alpha? Ce sera celui qui te tuera en dernier, dit Thorgal avec un sourire cruel. Les guerriers assemblés rirent, un son dur et râpeux. Juste au moment où Étienne se préparait à entrer dans l'obscurité, Thorgal leva la main. Encore une chose, annonça-t-il, sa voix portant un tranchant dangereux. Pour s'assurer que notre invité suit nos traditions sacrées, ma fille l'accompagnera. Un murmure de surprise parcourut les guerriers rassemblés. La tête de Nayara se tourna brusquement vers son père, ses yeux dorés s'écarquillant de choc. « Père » commença-t-elle, mais Thorgal la fit taire d'un geste. « Tu as questionné sa victoire dans l'arène, » dit le chef. « Maintenant tu peux être témoin de sa défaite de tes propres yeux, ou de son triomphe si les ancêtres le favorisent vraiment. » Sa voix baissa jusqu'à un murmure que seule elle pouvait entendre. « Ou peut-être qu'aucun de vous ne reviendra. Le clan pleurerait, mais nous endurerions. » La compréhension s'éveilla dans les yeux de Nayara. Ce n'était pas une question de tradition. C'était son père éliminant deux problèmes à la fois. L'étranger qui menaçait sa position et la fille qui avait commencé à le questionner. Elle hocha la tête raidement, prenant la lance cérémonielle qui lui fut tendue. « Je m'assurerai que l'épreuve soit correctement observée, » dit-elle, sa voix ne trahissant aucune émotion. Étienne observa cet échange avec des yeux lasses. Quand Nayara le rejoignit à l'entrée, il hocha simplement la tête. « Reste prêt, dit-il calmement, et essaie de ne pas me tuer avant que les ombrolynx n'en aient l'occasion. » Ensemble, ils descendirent dans l'obscurité. Étienne fit une pause, permettant à ses yeux de s'adapter à l'obscurité. De faibles champignons phosphorescents fournissaient juste assez de lumière pour distinguer les contours approximatifs du tunnel. Au lieu de foncer aveuglément, Étienne s'accroupit et écouta. Le labyrinthe n'était pas silencieux. Il y avait des sons, faibles mais distincts. Le doux piétinement de pattes sur la pierre, le cliquetis occasionnel de griffes contre la roche, le son à peine audible de créatures respirant. Étienne ferma les yeux, se concentrant sur ces sons, construisant une carte mentale de l'espace autour de lui. Encore une fois, il ne chassait pas. Au lieu de cela, il commença à se déplacer délibérément, testant l'acoustique de la caverne. Il lança de petites pierres, créant de faux signaux qui résonnaient à travers les tunnels. Il nota comment la meute réagissait, leurs mouvements, leur coordination, leur schéma de chasse.
Des heures passèrent, alors qu'Étienne explorait méthodiquement le labyrinthe, restant toujours un pas en avance sur les prédateurs qui le traquaient. Il étudiait leur route, notant où ils laissaient leurs marques, les griffures sur les murs, l'odeur persistante de leur présence. Il commença à comprendre leur hiérarchie, comment ils communiquaient, comment ils se déplaçaient comme une unité. Plus important encore, il comprit que l'alpha se déplaçait toujours en dernier, dirigeant la meute de derrière. Le stratège ultime. Étienne trouva un passage étroit où le plafond s'était partiellement effondré, créant un point d'étranglement. Là, il prépara son embuscade. Utilisant des pierres et les matériaux limités à portée de main, il créa une série de déclencheurs qui provoqueraient un éboulement contrôlé. Puis il se positionna et attendit. Le son de la meute se rapprocha. Il se déplaçait avec une coordination étrange, semblant couler à travers l'obscurité comme des ombres vivantes. Étienne aperçut des fragments d'eux, corps élancés et bas couverts d'écailles, qui semblaient absorber la lumière plutôt que de la réfléchir. Leurs yeux brillaient d'un feu intérieur et leurs dents scintillaient comme des dagues polies. Alors que la meute passait par le passage étroit, Étienne resta parfaitement immobile, contrôlant même sa respiration. Quand la dernière créature, plus grande que les autres, avec des cicatrices distinctives sur son museau, entra dans le passage, Étienne déclencha son piège. L'éboulement n'était pas important, mais il était précisément calculé. Des pierres s'écrasèrent, coupant l'alpha du reste de la meute. La créature pivota, ses yeux brillants se fixant sur Étienne avec une haine primitive. Le combat en un contre un fut court et brutal. Dans l'espace confiné, la vitesse et l'agilité de l'ombre lynx étaient à la compromise. Étienne utilisa les murs étroits pour canaliser les attaques de la créature, la forçant à s'engager dans des charges qui la laissaient invulnérable. Son couteau trouva sa cible à plusieurs reprises, chaque frappe précise et calculée. Quand ce fut terminé, Étienne se tenait debout, respirant lourdement, du sang, le sien et celui de la créature, coulant de nombreuses coupures sur ses bras et son torse. Mais il était vivant, et la tête de l'alpha était serrée dans sa main, ses yeux maintenant ternes et sans vie. Le voyage de retour à travers le labyrinthe fut tendu mais sans incident. Les ombres lynx restants, sans leur chef, s'étaient dispersés dans les recoins plus profonds des grottes. Quand Étienne émergea de l'entrée, la tête de l'alpha à la main, il fut accueilli par un silence stupéfait. Même Torgal avait l'air impressionné, bien qu'il le masquât rapidement avec un froncement de sourcils. Nayara s'approcha de lui, son expression illisible. « Tu as encore gagné par la ruse, dit-elle. » Mais il n'y avait aucune accusation dans sa voix. « La ruse est aussi une forme de force, » répondit Étienne, grimaçant alors qu'un guérisseur commençait à soigner les pires de ses blessures. « Mon père m'a appris que la force est la capacité d'écraser ses ennemis, » dit Nayara, observant le travail du guérisseur avec un intérêt clinique. « Tu gagnes en combattant à peine. Parce que la vraie bataille se mène ici. » Étienne tapota sa tempe avec un doigt ensanglanté. « Pas ici. » Il fit un geste vers ses muscles. Dans ses yeux, il vit une lueur de quelque chose qui aurait pu être du respect. Mais il y avait aussi de la confusion, comme si elle luttait avec des concepts qui défiaient tout ce qu'on lui avait enseigné. « La troisième épreuve sera différente, » dit-elle finalement. « Mon père n'acceptera pas une autre défaite. » Étienne hocha la tête avec lassitude. « Je n'ai jamais voulu tout cela, » dit-il calmement. « Je voulais juste vivre en paix avec mon troupeau. »« La paix ?» répéta Nayara comme si elle goûtait un mot inconnu. « Est-ce que c'est ce que tu as trouvé, berger? Est-ce pour ça que tu as quitté la guerre ?» Étienne la regarda longuement. «
Je suis parti parce que j'étais fatigué de construire des cimetières, dit-il finalement. Mais la paix, rappelle-moi, c'est quelque chose que je cherche encore. Thorgal était furieux. L'étranger avait survécu à 2 épreuves, le faisant paraître faible devant le clan. Cela ne pouvait pas continuer. Il défia lui-même Étienne pour la 3e et dernière épreuve. Un duel dans l'arène, guerrier contre guerrier, sans astuce ni monstre, juste des compétences de combat brut. Le matin de la 3e épreuve se leva clair et froid. L'arène était remplie au-delà de sa capacité, les Karzai s'accrochant au mur et se perchant sur chaque surface disponible. C'était sans précédent. Un étranger défiant pour le leadership, survivant à 2 épreuves par des méthodes que les guerriers pouvaient à peine comprendre. Étienne et Thorgal se rencontrèrent au centre de l'arène. Le chef dominait l'humain, sa forme massive ondulant de muscles sous son armure cicatrisée. Dans sa main, il tenait une lance cérémonielle, son manche sculptée dans l'os d'une créature énorme, sa pointe brillant d'un éclat métallique qui parlait de technologie au-delà du simple travail de l'os. Étienne ne tenait que son couteau, paraissant petit et vulnérable en comparaison, mais sa posture était détendue, ses yeux alertes et calculateurs. Il avait survécu à de pires chances. « Commencez !» appela l'aîné, et Thorgal bondit en avant avec une vitesse terrifiante. Sa lance siffla dans l'air, forçant Étienne à esquiver et reculer. Le chef était plus rapide et plus fort qu'Étienne n'aurait pu l'imaginer. Chaque frappe arrivant à un cheveu de mettre fin au combat et à la vie d'Étienne. L'humain fut forcé d'utiliser chaque parcelle de son expérience de combat juste pour rester en vie, tissant et roulant sur le sol de l'arène. Mais Étienne ne paniqua pas. Il observait, il apprenait, il s'adaptait. Il cherchait des schémas, des faiblesses, l'erreur inévitable que tous les combattants finissent par commettre. Thorgal était puissant, mais il était aussi fier. Et la fierté, Étienne le savait, était souvent la faiblesse la plus mortelle. Le combat continua, Étienne recevant des blessures mineures, mais évitant tout coup mortel. La soif de sang initiale de la foule commença à céder la place à un respect réticent pour la résilience de l'humain. Nayara observait depuis sa place d'honneur, ses yeux dorés ne quittant jamais les combattants. Son expression était tendue avec une émotion qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant, de l'inquiétude pour l'étranger. Puis Thorgal fit son erreur. Réalisant qu'Étienne était trop intelligent, trop rapide pour une attaque simple, il prit une mesure désespérée et blasphématoire. Reculant jusqu'au bord de l'arène, il souffla dans une corne rituelle qui pendait autour de son cou, un artefact sacré qui envoya un frisson visible à travers les Karzai qui regardaient. Les grandes portes de l'arène s'ouvrirent à nouveau, mais ce n'était pas un monstre qui émergea. C'était quelque chose de bien plus terrifiant. La mère primordiale elle-même, une créature ancestrale et primale, la progénitrice de tous les prédateurs de Varixis, une bête gigantesque et aveugle couverte d'une armure séculaire qui se déplaçait en détectant les vibrations et l'odeur de la peur. Sa forme massive remplissait la porte, ses têtes aveugles se balançant d'un côté à l'autre, alors qu'elle percevait la présence de tant d'êtres en un seul endroit. Les Karzai dans les gradins hurlèrent de terreur. C'était un sacrilège. La mère primordiale était sacrée, intouchable, une déesse vivante pour leur espèce. Thorgal, sans hésitation, attrapa l'un de ses propres gardes et le jeta vers la mère primordiale. La créature, sentant la peur et le sang, se jeta sur le guerrier infortuné avec une vitesse terrifiante, le déchirant en quelques secondes. « Voilà ta force, étranger !» rugit Thorgal,
chargeant Étienne pendant qu'il fixait l'horreur se déroulant de l'autre côté de l'arène. Voilà ce que signifie diriger, utiliser chaque arme, reconnaître le vrai pouvoir. Mais Étienne ne fixait pas avec horreur. Il voyait autre chose entièrement. Dans la fureur aveugle de la mère primordiale, dans sa rage ancestrale et irréfléchie, il reconnaissait la même destruction insensée qui avait réclamé son escouade, qui avait rempli ses 3 cimetières à travers les étoiles. La machine de guerre qui consumait des vies sans but ni sens. Le cycle de violence qui ne finissait jamais, qui ne créait que plus de tombes, plus d'orphelins, plus de douleur. Il se tourna vers la plateforme où se tenait Nayara, son visage pâle de choc devant les actions de son père. « Faites-les taire !» cria-t-il. « Faites que tout le monde reste silencieux. » Quelque chose dans sa voix, un commandement né d'une certitude absolue, la fit réagir sans réfléchir. « Silence !» rugit-elle, sa voix coupant à travers la panique. « Restez tranquilles, vous tous. » Un silence tomba sur l'arène, brisé seulement par les sons de la mère primordiale finissant son repas macabre. Étienne jeta son arme. Le cliquetis du couteau contre le sol de pierre sembla impossiblement fort dans le silence. Il fit un pas vers la mère primordiale, puis un autre, et il commença à faire des sons bas et gutturaux, rythmiques, apaisants, les mêmes sons qu'il utilisait pour calmer ses taureaux blindés pendant les tempêtes ioniques. Les Karzai regardaient avec incrédulité alors que l'humain approchait la créature la plus redoutée de Varixis, faisant des sons qu'aucun guerrier ne ferait jamais. Étienne ne dégageait aucune peur, seulement la confiance calme d'un berger qui comprenait que même la créature la plus dangereuse répondait à certaines vérités universelles. En ce moment, Étienne ne calmait pas seulement une bête. Il affrontait ses propres démons, son propre passé, la destruction insensée de la guerre, l'obéissance aveugle aux ordres qu'il avait hantés. Il confrontait tout cela sous la forme de ce prédateur ancestral. L'apprivoiser, c'était trouver la paix en lui-même, prouver qu'une autre voie était possible. La mère primordiale s'arrêta. Sa tête géante se tourna vers lui. Elle écoutait. Étienne s'approcha et posa une main sur sa carapace ancienne et cicatrisée. La créature émit un ronronnement bas et grondant en réponse, et à l'étonnement total de chaque Karzai présent, baissa lentement sa tête massive devant lui. Le silence fut brisé par le rugissement furieux de Torgal. Incapable de supporter une telle défaite, une telle humiliation, il bondit sur Étienne par derrière, lance levée pour un coup mortel. « Tu n'es qu'un berger !» hurla Torgal, ses mots s'adressant au clan entier. « Un imbécile faible et au cœur tendre qui fera de nous tous des proies. Il vous rendra faible comme lui. » Ses yeux emplis de rage cherchèrent sa fille. « Il détruira tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons construit. » Étienne se retourna pour faire face au chef qui chargeait, mais il ne tendit pas la main vers une arme. Au lieu de cela, il se tint droit, une main toujours posée sur la carapace ancienne de la mère primordiale. « Tu as raison, dit-il, sa voix portant à travers l'arène soudainement silencieuse. « Je suis un berger, pas un guerrier, et un berger protège son troupeau, tout son troupeau, pas seulement les forts, pas seulement ceux qui peuvent se battre. » Ses yeux balayèrent les Karzai assemblés. Un berger ne sacrifie pas les faibles pour nourrir les loups. Il se tient entre eux. Mais Nayara bougea plus vite que l'un ou l'autre des hommes ne s'y attendait, et elle sauta de la plateforme et atterrit entre son père et l'humain, sa propre lance levée pour bloquer la sienne. « Non, père, dit-elle, sa voix portant clairement à travers l'arène. Il m'a rendue forte, plus forte que je ne l'ai jamais été. » Ses yeux dorés brûlèrent d'une conviction nouvelle. « Mon devoir est envers mon clan,
envers tout mon clan. Pas seulement les guerriers, mais les jeunes, les vieux, les blessés, mon troupeau. Son duel avec son père fut bref mais intense. Elle utilisa tout ce qu'elle avait appris en observant Étienne. Elle n'essaya pas de le submerger par la force. C'était une bataille qu'elle ne pouvait pas gagner. Au lieu de cela, elle utilisa sa propre rage contre lui, le faisant se surengager, trébucher, faire des erreurs qu'aucun chef ne devrait faire. Quand Thorgal chargea avec une furie aveugle, Nayara fit un pas de côté, ne reculant pas comme un guerrier Karzai le ferait traditionnellement, mais se déplaçant exactement comme elle avait vu Étienne se déplacer contre le Scorpidract, utilisant l'élan de son adversaire contre lui. La technique était étrangère à son peuple, mais elle l'exécuta parfaitement. Thorgal, pris au dépourvu par la stratégie, trébucha devant elle, et dans ce moment de vulnérabilité, elle frappa. Quand ce fut terminé, Thorgal gisait sur le dos, la lance de Nayara à sa gorge, la pointe creusant la chair sous son menton. « Tue-moi alors, gronda-t-il. Prends ce qui est tien de droit. » Nayara le regarda longuement, puis Étienne, qui se tenait avec sa main toujours posée sur la carapace de la mer primordiale. L'humain lui fit un petit signe de tête presque imperceptible. « Non, » dit finalement Nayara en retirant sa lance. « Mourir au combat est une fin trop honorable pour quelqu'un qui risquerait tout le clan pour sa fierté. Un vrai chef protège, père, même de toi-même. » Nayara devint la nouvelle chef du clan Karzai. Son premier décret surprit tout le monde. Elle ne tua ni n'exila son père. Au lieu de cela, elle l'envoya dans les terres désolées lointaines pour garder les taureaux blindés aux côtés des bergers humains qui y gagnaient leur vie. Qu'il apprenne à être un berger avant de pouvoir à nouveau se dire guerrier, dit-elle à son peuple. Qu'il apprenne ce que l'étranger savait depuis le début. Que la vraie force ne réside pas dans la domination, mais dans la compréhension. Quant à Étienne, elle ne le força pas à rester, ni ne lui demanda de partir. Elle lui donna le choix, reconnaissant que les alliances les plus fortes sont celles librement choisies. « J'ai trouvé ce que je cherchais, » lui dit-il, debout à l'entrée du repère des Karzai, regardant le vaste paysage dur de Varixis. Le calme et un but. La cérémonie qui suivit fut différente de tout ce que les Karzai avaient jamais vu. Tout le clan se rassembla dans la caverne sacrée où les aînés gardaient les reliques anciennes de leur peuple. Nayara se tenait devant eux, tenant la lance cérémonielle du chef, symbole de guerre et de domination qui avait été transmis de chef en chef depuis des temps immémoriaux. Avec des mouvements délibérés, elle leva la lance au-dessus de sa tête, puis la brisa sur son genou avec un craquement sec. Le son résonna à travers la caverne, alors que l'arme sacrée se brisait en deux. Un halètement collectif s'éleva des guerriers assemblés. « Le clan Karzai n'a plus besoin de chef guerrier, annonça-t-elle sa voix résonnant d'autorité. Nous avons besoin de bergers, de protecteurs, de ceux qui voient la force non pas dans combien ils peuvent tuer, mais dans combien ils peuvent sauver. » Elle s'approcha d'Étienne qui se tenait tranquillement au bord du rassemblement. Dans ses mains, elle tenait un bâton de berger sculpté dans le même matériau que la lance brisée, mais avec une extrémité courbée, conçue non pour empaler, mais pour guider. « À partir de ce jour, » proclama Nayara, « tu seras connu comme le premier berger des Karzai. Non pas parce que tu as accompli notre rituel, mais parce que tu nous as montré une meilleure voie. » Étienne accepta le bâton, ses mains usées se refermant autour avec une aisance familière. Le poids semblait juste, plus naturel que n'importe quelle arme qu'il avait jamais portée. Dans un geste qui stupéfia le clan observateur, Nayara plaça alors sa main à 4 doigts directement sur son cœur, sentant son rythme régulier sous sa paume.
Le cœur d'un guerrier, dit-elle, sa voix claire dans le silence, bat pour la bataille et la gloire. Le cœur d'un berger bat pour la sécurité du troupeau. Ses yeux dorés rencontrèrent les siens. Tu nous as appris que le second est la plus grande force. Étienne plaça sa propre main sur la sienne, complétant la connexion. En ce moment, il n'était pas alien et humain, pas chef et étranger, mais deux êtres qui avaient trouvé une vérité partagée qui transcendait leurs différences. Il devint son conseiller en chef, son tacticien, le gardien des troupeaux et un enseignant pour les jeunes guerriers. Il leur enseigna que la sagesse n'est pas moins une vertu que la force, et que parfois, pour gagner, on doit comprendre plutôt que combattre. Le partenariat de la guerrière et du berger transforma le clan Karzai, les transformant de prédateurs cruels en gardiens sages de Varixis. Sous leur direction, le clan commença à commercer avec les colonies humaines plutôt que de les piller. Ils utilisèrent leur force pour protéger les espèces plus faibles plutôt que de les chasser, et ils apprirent qu'il y avait de l'honneur et de la pitié dans la retenue, dans l'application prudente de la force plutôt que dans son étalage désirant. La légende de l'humain qui apprivoisa la mer primordiale fut transmise de génération en génération, un rappel que la plus grande force n'est pas de dominer, mais de protéger. Et lors des nuits calmes, quand les tempêtes ioniques faisaient rage sur les plaines, les jeunes Karzai se rassemblaient autour de leurs aînés pour entendre le conte d'Étienne, le sergent impérial qui devint berger, qui enseigna à toute une espèce que le cœur d'un guerrier doit aussi contenir l'âme d'un berger.